Et ben voilà, comme quoi il faut toujours de tout dans la vie et surtout c'est un plaisir énorme et immense d'avoir maman dans sa vie. Et quand on est maman, forcément, on a tout de suite cet instinct à vouloir conseiller, à vouloir répondre aux questions. Et aussi, comme quand on est maman, ben, on observe un peu tout ce qui arrive un peu à ses enfants et puis on dit, mais attends, mon garçon, qu'est-ce qui passe? Et c'est ce que maman Ida vient juste de faire en amont avec notre très cher monsieur Elias. Elle a dit, Tchou, tu aussi. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais voyons. Bobo, si elle dit que si elle, c'est grave. Si elle, c'est grave. Alors, maman est avec nous aujourd'hui. Je sais que vous l'attendez avec impatience et elle est dans ce rose bleu magnifique, comme toujours. On dirait franchement une brise fraîche qui souffle sur le jardin de nectar et c'est l'arrivée de maman. Bonjour, maman. Cette poésie me va droit au cœur. Merci Aïcha. Bonjour. 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 Maman. Bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis heureuse encore une fois d'être avec vous. Et ma foi, on va y aller tout de go parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on a également aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune homme qui est ancré ou né, ou bien je ne sais même pas même, social esclérosé en lui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Moi, je dis Togovi toujours, hein, Togovi veut sourire. Togovi veut sourire. Mais c'est Maouvi. Oui, Kodjovi. Kodjovi. Oui, Kodjovi. Togovi. Kodjovi, Togovi. Oui. C'est bien ça. Hein? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je te laisse dire bonjour aussi. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Un réel plaisir. Plaisir partagé. Bonjour aux spectateurs, aux téléspectateurs. Je suis ravi d'être là ce matin pour partager mon expérience, partager mon engagement à toute l'équipe. Magnifique. Alors, on sera avec toi tout à l'heure, bien sûr. Et on a donc maman qui est là, très chers amis téléspectateurs. Et c'est vrai que c'est un peu difficile parce que vous posez énormément de questions. Et quand on essaie de répondre aux questions que vous avez eu à laisser, on est envahi par de nouvelles questions qui viennent justement. Et une première question, parce que la dame, elle a souhaité à ce qu'on vous pose cette question-là. Maman, elle a... Bon, je vais résumer, c'est un peu long. Elle a son bébé qui a 3 mois et malheureusement... Ah, non, pardon. Elle a son bébé qui a 3 mois et elle est encore tombée enceinte. Elle voudrait savoir comment cela va se passer, si cela va avoir une incidence sur le nouveau-né, si elle doit continuer d'allaiter et comment est-ce que ça se peut qu'elle ait eu cela, puisque selon ce qu'elle dit, elle n'a pas eu de retour de couche en fait. Oui, cela peut arriver, évidemment. C'est pour ça que c'est arrivé. Vous entendez, monsieur Ataï? Ah oui. Et donc, pendant les 3 premiers mois, l'utérus, le corps se remet. C'est classiquement ce que l'on dit. Mais les variations biologiques existent. Et donc, l'ovaire, les ovaires, peuvent se remettre à fonctionner beaucoup plus rapidement. Et un follicule est sélectionné et la grossesse survient. Donc, ovulation et fécondation et la grossesse survient. C'est pour cela que toutes les sages-femmes, tous les médecins vous convoqueront pour le 2e mois après l'accouchement pour parler de contraception. Et tu as bien raison, Aïcha, de dire malheureusement parce que à la limite, c'est pas souhaitable. Il faut laisser le corps se régénérer, retrouver ses vitamines, tout ce qu'on a pu donner au bébé. Il faut laisser le corps se régénérer avant une nouvelle grossesse. Alors, ce qu'elle va devoir faire, c'est de sevrer le bébé. Parce que Dès maintenant? Il faut aller jusqu'à 4 mois, mais la grossesse peut avoir des problèmes parce que une hormone qu'on appelle l'ocytocine sera sécrétée au fur et à mesure qu'elle allaite. Et cela peut empêcher l'embryon de bien se développer. C'est-à-dire que ça va resserrer un peu l'utérus. Elle va peut-être avoir un peu plus de douleur dans le bas-ventre, voire même peut-être des petits décollements, simplement parce qu'il y a un conflit hormonal qui se produit là-bas. Et donc, il faut qu'elle mette 1 mois à peu près pour sevrer le bébé, tout doucement,
et lui donner des farines enrichies, toute l'affection qui convient. Et je peux lui garantir qu'à la fin, ça se passe comme d'élever des jumeaux ensemble. Et c'est un plus. Donc, il ne faut pas qu'elle se décourage. Il y a des maris qui vous chassent presque de la maison en disant « Mais toi, on ne peut pas s'amuser un peu avec toi. Tu dis notre nom au dehors. Ça ne va pas, non ?» Voilà. Donc, il ne faut pas qu'elle se décourage. Et en secouant le bébé, la grossesse sera plus protégée et tout devrait se passer normalement, je pense. Il faut qu'elle se fasse suivre afin qu'on détecte les éventuels décollements ou tout problème qui surviendrait. Bonjour le plateau, bonjour maman. S'il vous plaît, comment peut-on traiter l'azoospermie et qu'est-ce qui en est la cause? Alors, il y a d'abord... Maman va rapprocher un peu le micro. Il y a d'abord l'oligospermie qui survient, c'est-à-dire la diminution du nombre des spermatozoïdes et les phénomènes qui sont déclencheurs, c'est souvent l'infection, une infection passée inaperçue, c'est-à-dire qui n'a pas fait beaucoup de bruit et qui donc n'a pas suscité de traitement. Il y a les infections à chlamydia, il y a les infections, enfin toutes les inflammations. Là, on parle chez les hommes. hommes. Chez les hommes. Souvent, chez les hommes... Quand vous dites que ça n'a pas fait de bruit, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de symptômes? Il n'y a pas eu de symptômes, il n'y a pas eu d'écoulement, il n'y a pas eu de tuméfaction, il n'y a rien eu. Peut-être un petit malaise en urinant et puis fini. Donc, ces personnes-là, il faut faire des examens, notamment la spermoculture. Si on trouve un germe, on peut les traiter sérieusement. Et donc, lorsque ce n'est pas traité, la couche basale de formation des spermatozoïdes en prend un coup. Parce que vous savez qu'il y a des couches basales qui vont se transformer en spermatocytes 1, 2, puis 3, avant de maturer, de devenir des spermatozoïdes avec la tête, la queue, tout ce qu'il faut correctement. Donc, on peut avoir beaucoup de malformations sur le parcours et tout cela est apprécié. On peut avoir des spermatozoïdes qui ne vivent pas longtemps, qui meurent. Bon. Mais déjà, quand le spermatozoïde est là, c'est bon. Maintenant, quand la couche basale a été complètement sidérée et qu'il n'y a plus de possibilité de fabrication, on appelle ça l'azoospermie. Alors, il peut y avoir des causes sécrétoires ou excrétoires, c'est-à-dire que les spermatogonies n'existent pas. On fera une biopsie testiculaire, on essaiera de... Donc, je dis ces mots-là pour que vous les entendiez, que vous puissiez vous familiariser avec, parce que ce sont des tentatives de reconnaître la maladie, la source de la maladie. Quand on connaît la source, on peut la traiter. Ou bien alors, il y a des maladies excrétoires, c'est-à-dire que le spermatozoïde n'arrive pas à rejoindre le tube urétral, c'est ça? Il n'arrive pas à rejoindre le tube urétral parce qu'il y aurait des stops sur le canal. Ça peut être un kyste, ça peut être d'autres éléments. Ça peut être aussi une non-fabrication à cause des varicocèles, c'est-à-dire que les vaisseaux courent le long du testicule et réchauffent trop le testicule. Donc, à partir de ce moment-là, les spermatogonies sont sidérées, comme je dis, et ça n'arrive plus à produire correctement. Donc, il faut vraiment se faire examiner. Normalement, si vous êtes marié, que vous cherchez l'enfant, il faut se donner 6 mois. Après 6 mois, s'il n'y a pas de grossesse spontanée, quand on est bien exposé à la grossesse, il faut consulter en couple. Et voilà. D'accord. Alors, bonjour maman. Bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour. Elias a été très touché ce matin. Toi, tu confirmes quoi? Alors, mon fils a eu les ganglions. On nous dit que cela aura des effets sur sa santé masculine. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça dépend à quel âge il a eu ce que vous appelez les ganglions. C'est les oreillons. Les oreillons. Comment on appelle ça dans notre jargon déjà? C'est ici qui enfle, non? Oui, le côté ici, là, ça enfle façon, là. C'est ça? Exactement. Et donc,
je cherche le nom, mais bon. Comment on c'est appelle pas- ganglion? Comment? À quoi? Azéguélébui. Azéguélébui. Voilà. C'est ça, Azéguélébui. 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 Ok, bon, ok. C'est ça en mina. Je confirme. Et donc, lorsque cela survient avant la puberté, il n'y a pas de problème. Mais lorsque cela survient après la puberté, c'est-à-dire que les testicules sont déjà formés et tout, il faut vraiment faire identifier rapidement parce que le microbe de l'oreillon peut aller parasiter les testicules et créer des bursites et c'est-à-dire que les testicules vont s'enflammer et la chaleur va sidérer ici encore la fabrication des spermatozoïdes et on se retrouvera dans le cas d'un testicule non fonctionnel. Donc, il faut un traitement précoce au repos avec des testicules bien emballés, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre un grand soin des jeunes hommes qui souffrent de cette maladie-là. Voilà. D'accord. Ce qui voudrait dire, si je comprends bien, que est-ce que, bon, il n'a pas répondu, mais si peut-être son fils est dans le cas de la période après la puberté, Après la puberté. qu'est-ce qu'il faut il y a des antibiotiques, Bon, il faudra le faire examiner, faire un spermogramme, une spermoculture, peut-être en amont parce qu'elle s'en préoccupe. Avant, on ne savait pas, hein. Donc les couples pouvaient errer comme ça et savoir tout secret gardé, arriver à une insémination artificielle ou des procréations médicalement assistées. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Ma fiancée est très fine, son bassin est petit. J'ai très peur de son accouchement. Je ne fais pas opération dans ma famille. J'avoue ne pas comprendre, mais C'est bon. tabou, quoi. François Césarienne, c'est ça? Il y a des familles où... Bon, bref, Césarienne. sûrement. Bon. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais s'il est déjà conscient de ça, il faut qu'il cherche une manière d'exorciser ce tabou. Donc, il faut qu'il parle aux tantes, etc., et que la jeune fille fine se montre exemplaire et que tout le monde ait envie de l'accueillir dans la famille. Voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas de tabou insurmontable. À un moment donné, si l'enfant ne sort pas, le ventre éclate, mettant en danger la vie des deux, l'enfant et la mère. Maman. Ou alors, l'enfant meurt en couche, mais même mort, il faut qu'il sorte. Et si ces dimensions sont extraordinaires, bon. Maintenant, si elle arrive à accoucher en forçant le bassin, au niveau des ligaments qui relient le pubis, l'arcade pubienne va s'écarter. Et il y a des manières de suspendre la femme avec des lanières pour aider en position couchée jusqu'à ce que ces ligaments-là se remettent. Aujourd'hui, peut-être on peut essayer de faire des chirurgies réparatrices, mais avant, c'était comme une prothèse et on maintenait les femmes alitées comme ça, en opistotonose, comme ça, pour que le bassin se raccorde. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, quand la femme arrive à terme, presque à terme, on fait ce que nous appelons un scanner pelvien. Et l'examen s'appelle la scan-pelvimétrie. On mesure le bassin par rapport au diamètre utile que le bébé va emprunter pour sortir, faire ces manœuvres. On appelle ça des manœuvres d'asynclitisme, pencher la tête, tourner pour se mettre dans l'axe avant de sortir. Donc, il y a des présentations en plus qui ne sortent pas. Par exemple, si le bébé, en descendant, il met la face, le menton cale quelque part sous le sacrum et la tête, et ça fait un diamètre trop long, trop grand, il ne s'engagera pas. Donc, il faut faire une césarienne. Il y a des situations que seul votre obstétricien apprécie, que votre équipe apprécie. Et bon, on n'a pas à dire, dans ma famille, on ne fait pas ça. C'est sauver la vie. Donc, il faut commencer à battre campagne
pour, Bad campagne, maman. Contre pour le ce- salut de cette jeune salut, fille c'est- fine. Alors, Tout est dit, tout est clair. Oh, maman. alors, bonjour TVT. Bonjour. C'est Cécile. Moi, j'ai eu un œuf clair, une fausse couche et un bébé mort né à 30 semaines. J'ai toujours un problème de tension quand je tombe enceinte. Mais maintenant, j'ai peur de concevoir encore vu mon âge aussi. J'ai 40 ans. Alors, il s'agit certainement d'une hypertension et grossesse. C'est-à-dire que c'est une dame qui est hypertendue à la base. Parce qu'il y a des hypertensions, on va dire, gestationnelles qui sont déclenchées un peu par le surplus de travail qu'on impose au cœur au moment de la grossesse. Donc, si c'est une hypertension avant grossesse qui est permanente, donc, il faut qu'elle soit bien traitée. À un moment donné, il y a des médicaments préférentiels pour concevoir. Il faut qu'on les lui donne et qu'on équilibre sa tension. Une fois que la grossesse est là, c'est un travail conjugué avec le cardiologue et l'obstétricien. Donc, elle consulte le cardiologue, elle consulte son obstétricien. Il faut arriver à une maturation du bébé avant avant le terme, bien avant, à 36 semaines, il faut sortir le bébé. Sinon, il court des risques énormes. Mais nous avons des médicaments maintenant pour faciliter les échanges entre la maman et le bébé à travers le placenta, parce que ce qui se passe dans le processus d'hypertension et grossesse, c'est que le placenta durcit à cause des microthrombes, c'est-à-dire qu'il y a des micro-thromboses, si je puis dire, qui se forment et le placenta devient, comme qui dirait, opaque. Il ne laisse plus passer le sang vers bébé. Donc, vous avez des risques d'avoir des retards de croissance du bébé dans l'utérus et la mère qui force son cœur à travailler plus fort pour passer la barrière. Parce que c'est son travail le plus vital à ce moment-là. Et la tension augmente et ça va augmenter. Vous allez avoir des 22, 12, 15 pour minima. Et à ce moment-là, on les entretient dans des secteurs de réanimation avec des perfusions permanentes pour baisser la tension. Donc, tous ces produits sont là. Ça demande un petit coût peut-être, mais il faut y souscrire si elle veut avoir son bébé parce qu'à 40 ans, elle développe encore plus de facteurs peut-être d'avoir de l'hypertension. Bonjour madame, belle émission à vous. À chaque fois que je m'amuse avec ma femme, j'ai des égratignures sur mon sexe et parfois de petites douleurs en urinant. Il faut consulter à deux, c'est probablement une petite infection parce que simplement, quand vous parlez de s'amuser, vous parlez peut-être des rapports sexuels, il faut faire consulter votre femme pour faire un prélèvement vaginal. Simplement, s'il y a des microbes, des germes, on les traite, on donne des traitements adéquats après avoir isolé les germes. Et vous-même, il est recommandé d'uriner après le rapport pour chasser les quelques sécrétions qui auraient pu s'accumuler dans le tractus urinaire. Pareil pour la femme, parce qu'il y a des cystalgies à urine claire. Mais bon, même si on ne trouve pas de germes, en adoptant cette tactique, peut-être que vous allez y arriver. Sinon, il faut se faire examiner, faire un ECBU chez l'homme comme chez la femme, un examen des urines, un examen du sperme, un prélèvement vaginal chez la femme. Et en principe, les rapports doivent se passer en territoire sain. Bonjour maman, je vous écris depuis Mongo. Je suis mariée depuis 20 ans. Aujourd'hui, ma femme a 4 enfants et a des difficultés de mission après le rapport. Après des soins successifs et une césarienne, le mal continue. Après, on me parle de choléchéa, cholécha ou choléchéa, je ne sais pas. Après plusieurs prises de ce produit, le mal récidive. Voilà, ok. Alors, le terme qu'il emploie, il faudrait me le déchiffrer. Mais ce qui peut se passer, elle a des difficultés de miction après le rapport. Alors, il faudrait l'examiner
voir un petit peu s'il s'agit d'une ptose, c'est-à-dire que l'utérus, quelquefois, descend. Ça s'appelle un prolapsus. Oui. À un certain degré, il peut y avoir comme une plicature sur l'urètre. L'urètre féminin est très court. Hein. Donc, selon la position, la flexibilité de l'utérus, l'urètre peut se plicaturer et la femme pousse, mais elle n'arrive pas à uriner. Il faut qu'elle urine debout, par exemple, pour peut-être arriver à uriner plus facilement. Ce sont des hypothèses que je fais, mais dans son cas, si elle a été césarisée, si tout ça, il faut refaire le point et peut-être consulter un urologue qui va aller regarder, cathétériser et apprécier. Au niveau de l'urètre, on peut avoir des petites boursouflures, des petits, comment nous appelons ça, urétrocèles, c'est-à-dire que la muqueuse qui est dans l'urètre descend un petit peu. C'est-à-dire qu'elle va sourdre comme un petit bourrelet dehors. Et ça s'enflamme parce que ce n'est pas sa place d'être dehors. Ça devient inflammatoire. Il y a un traitement. Il faut qu'elle se fasse examiner par des personnes compétentes. Je pense qu'elle en a vu puisqu'elle a été césarisée et tout. Mais bon, c'est pour dire. Vous avez de ces messages. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Maman, s'il vous plaît. J'ai eu quelques relations avec ma patronne. Et il s'est fait qu'elle m'a contaminée. Parce que quand j'urine, ça me brûle. Et ma petite amie est allée se faire soigner. On m'a appelée également. Et on m'a demandé, sans ma petite amie, si j'avais fait l'amour ailleurs. J'ai dit oui. Que c'est avec ma patronne. On m'a dit d'aller la voir pour lui dire, de se soigner. J'ai peur d'elle, je ne sais pas comment faire puisque j'ai fait les relations là parce que j'avais peur. J'ai écrit une lettre que j'ai déposée sur son bureau. Je ne sais pas si elle l'a lue ou pas. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir l'emmener à se faire consulter et à guérir. D'autant plus que le monsieur est très gentil. Et que madame... Bon, je ne vais pas lire le reste. Donc, du coup, comment conseiller quelqu'un à aller consulter Comment conseiller quelqu'un à aller consulter pour... C'est compliqué. Bon, bref, maman. Non, c'est pas si compliqué que ça si nous acceptons d'y mettre le coup. C'est pour ça que souvent nous demandons... C'est pour cela que souvent nous demandons un test bactériologique. Lorsque vous avez un test bactériologique, vous le montrez simplement à votre mari. Voici, j'avais des petits gratouillis, je suis allée consulter, on m'a trouvé ceci. Et il est demandé que tous ceux à qui, que tout le monde se traite. Et donc, si vous avez 3 coépouses, elles auront aussi le même traitement. C'est déclaré, on fait l'ordonnance, on remet au mari avec l'examen qui fait déduire. Il peut consulter avec ça un autre médecin, il aura le même résultat. Et comme ça, toute la famille sera sauve. C'est la même chose pour tous les autres partenaires. Donc, s'il avait une preuve de la bactério, il aurait dû en faire une photocopie et lui tendre pour dire, voici, on m'a trouvé une infection récente, on m'a fait un traitement, il est souhaitable que vous ayez le même traitement aussi. Alors, je ne vais pas être méchante, mais je crois que ce n'est pas un système de peur, parce que si on en arrive là... C'est que la peur est sortie par les fenêtres. Voilà. Et que peut-être ça va récidiver. Alors, il faut prendre ses arrières, il faut prendre son courage à 2 mains et sauver la vie de quelqu'un. Parce qu'elle aussi, elle a un mari qui peut-être a d'autres. Et c'est comme ça que les MST se propagent, faute de courage. Oui. Je fais des vers sans en avoir l'air. J'en fais des vers sans en avoir l'air.
Alors, bonjour Nectar, bonjour à maman. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai une question pour maman. Bientôt 7 mois, j'ai accouché par césarienne. Depuis 3 mois, après mon accouchement, mon mari veut qu'on fasse l'amour à nouveau, mais bizarrement, ça ne me plaisait pas. Je n'avais du tout pas l'envie, donc j'ai esquivé jusqu'à 4 mois et demi. Mais quand il a commencé par insister à nouveau et que j'ai voulu me laisser aller, c'était impossible car ça ne passait pas. Et je n'avais pas du tout envie non plus. Mais à chaque fois qu'il insistait et que j'essaye de faire avec, ça ne passait pas. Lui-même, il laissait tomber parce que s'il insistait, j'aurais des déchirures. Que faire en ce moment? Il faut consulter. Parce que selon ce qu'elle décrit, elle est restée sans rapport pendant au moins 9 plus 7, ça fait 16 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il faut qu'elle se fasse examiner, qu'on voit si l'utérus est bien revenu à sa place, si elle a une sécheresse vaginale à cause d'un déficit hormonal, si elle a peur de retomber enceinte, qu'on lui propose une contraception. Il y a vraiment une solution à tout. Ne vous empêtrez pas dans des complications qui n'ont rien à voir. Être ensemble avec son mari qui a patienté tout le long d'une grossesse, ma foi, j'ai déjà demandé pardon pour ce type d'homme ici. Hein? C'est normal, madame, que vous repreniez les rapports avec lui, sinon il se sent éjecté de la famille. Après, il va commencer à dire, mais mon petit, attention, hein, tu viens prendre ma place. Vous avez quel problème? Je bois toujours les propos de maman comme un petit café. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Bonjour. Maman, je vous aime à un point, vous ne savez pas. S'il vous plaît, j'ai un petit souci. Ma femme urine à chaque fois que nous avons des relations. À quoi est-ce que cela est-il dû? Elle n'a jamais fait d'enfant, elle n'a pas été opérée. Peut-être qu'elle est... Il faut voir si elle est en surpoids. Okay. Si elle n'a pas de musculature appropriée au niveau pelvien, il faut qu'elle aille en kinésithérapie. D'abord qu'elle vienne nous voir, on va l'examiner et on va décider ce qu'il faut faire. Parce que, comme qui dirait, on a montré le schéma extraordinaire la dernière fois. Oui. Hein. La vessie est juste devant, qui s'abouche dans le vagin. Il suffit qu'elle ait une petite urétrocelle que le méa ne ferme pas bien et elle peut perdre les urines au moment de la pénétration. Donc, ça dépend aussi de comment l'utérus est placé. Si le rapport crée des pressions sur la vessie, alors que ça ne devrait pas être le cas, eh bien, il faut qu'on l'examine. Elle viendra faire un examen gynécologique et une échographie éventuellement, et on pourra trouver la solution. Mais je pense que ça doit être musculaire, c'est-à-dire un problème de kinésithérapie. Okay. Mais la prévention demanderait qu'elle urine avant les rapports. Okay. Bonjour Nectar, bonjour maman, sur le plateau. J'aimerais savoir quoi faire pour faire disparaître l'odeur régulière des entrejambes chez l'homme. C'est la toilette sérieuse qu'il faut faire. Et souvent, moi, je donne des timings de 3 minutes. Les gens disent, oh, on ne peut pas se savonner pendant 3 minutes. C'est trop. Mais il faut, parce que le poil pubien est dru et il a du sébum accumulé dans la peau, dans les follicules. D'accord? Donc, il faut se savonner sérieusement en relevant les bourses, en allant vers les aines. Et si les aines sont luisantes, il faut faire attention à vérifier qu'il n'y ait pas de mycose chez la partenaire, parce que c'est un trait de mycose débutante. D'accord? Quand la peau est trop luisante, elle n'est pas souple. Ce n'est pas bien. Voilà. Sinon, la peau, normalement, elle se réépidermise au jour le jour. Les peaux mortes, on les enlève correctement. On rince bien pour avoir une bonne sensation de propreté. Et que je sache, les hommes pourraient utiliser aussi nos produits dits intimes
De temps en temps. Ok. De temps en temps. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, ma femme m'a fait enfant il y a 7 ans déjà, mais depuis 2 ans, nous avons voulu faire enfant en vain. On a fait écho dans le temps, ils ont dit que c'est un kyste et de passer à une opération et que ça n'a pas encore atteint un niveau élevé. Parfois, c'est comme si elle est enceinte, mais après tout, l'écho montre autre chose. Que pouvons-nous faire? Parfois, c'est comme si elle est enceinte. Et Mais l'échographie montre, oui, tout montre autre autre chose. chose. Ça peut être un problème hormonal, tout simplement. Il faut qu'elle consulte. Hein, et qu'on puisse lui gérer son cycle, demander l'ovulation et poursuivre jusqu'à ce que la fécondation se fasse et qu'il y ait une conception. Je pense que lorsque, au départ, il y a un kyste, on met le système j'allais dire en panne au repos pour que le kyste revienne, l'ovaire revienne à la normale. Et une fois que les 2 ovaires sont bons, on peut la stimuler après avoir établi que tout le système est bon, parce qu'on peut être en train de poursuivre le kyste alors qu'il y a une obstruction tubaire. Donc, il faut refaire le point. Et je crois qu'il ne faut pas tarder. C'est bon de s'en inquiéter. Allez, une dernière question pour la route. Bonjour maman, j'ai un petit souci. J'ai fait Sayana Press le 2 mai. Ça fera 3 mois, mais je ne fais jamais de menstru depuis ces 3 mois. Et en plus, ce qui m'inquiète, depuis que j'ai fait ça, je me sens toujours faible dans les pieds. Or, c'est ma première fois. Or, pour moi, quand l'enfant aura 1 an, 3 mois, je voudrais retomber enceinte. Alors, Sayana Press, c'est quoi? Je crois que ça doit être un système de contraceptif, c'est ça? Des patchs ou des piqûres? Dans le micro. Oui, c'est des piqûres que vous pouvez... Comme le dépôt, comme... Ah bon? Mais... Comme le dépôt Provera? Vraiment engagé. Oui, comme le dépôt. Ou comme des implants ou des choses Non, comme ça? c'est juste C'est pas des implants. Non, C'est c'est des juste piqûres. des piqûres. Tous les 3 mois ou tous les 3 mois? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, donc comme le dépôt. OK. Et donc, elle se sent faible dans les pieds. Oui. Comment on peut analyser ça? Bon, juste, je connais en fait le vaccin, Sayana Press. En temps, les jeunes avaient fait des campagnes là-dessus pour en fait sensibiliser les jeunes filles pour se faire vacciner. Enfin, c'est pas un vaccin. Pour se faire injecter. Oui. Se faire injecter pour pouvoir limiter les grossesses non désirées. désirées. Alors, c'est à base d'hormones. Souvent, ce sont des hormones progestatives. Donc, le cycle n'est pas tout à fait respecté. À l'intérieur de l'utérus, la muqueuse peut dépasser son objectif et procurer des petits saignements. Bon, elle n'a aucune plainte par rapport à ça. Elle, son malaise est général. Bon, c'est comme de se sentir tout le temps en grossesse aussi. Hein. Quelquefois, il faut se donner 3 à 4 mois. Enfin, la deuxième piqûre, on commence à s'habituer. Puis après, les règles ne viennent plus. Bon, mais l'histoire dit que lorsque vous voulez tomber enceinte dans 2 ans, avant 1 an, enfin, prenez la contraception pendant 1 an. Arrêtez, le temps de prise doit correspondre au temps de non-traitement pour que la fécondité revienne. Okay. Surtout sur ces éléments tardifs. La pilule, ce n'est pas le cas. La pilule, vous arrêtez aujourd'hui, vous pouvez tomber enceinte. Parce que le système est compressé, donc il fait un flash tout de suite après l'arrêt. Ce n'est pas la même chose. Mais les autres méthodes, souvent on dit, si vous arrêtez, peut-être, vous voulez tomber enceinte dans 3 mois, faites vos piqûres 1, 2, 3, arrêtez. Après 9 mois, vous allez tomber enceinte. Vous voyez. Il faut le même temps pour régénérer. Voilà. Donc, le conseil, si elle veut tomber enceinte dans 1 an et demi, il faut qu'elle fasse à peine 3 piqûres et qu'elle arrête, qu'elle trouve des moyens plus légers, tels que les préservatifs, la pilule éventuellement, si on l'examine et qu'on dit qu'elle peut prendre la pilule. Et puis voilà,
En tout cas, son médecin décidera. D'accord. Et oui, ça a été comme toujours un florilège. Il y en a tellement, on ne pourra pas tout lire. Mais le numéro précieux étant demandé. Sésame, la pierre Graal. Voilà. Quoi, Sésame? Pierre Graal. D'accord. Comme vous voulez. Alors, merci en tout cas de manifester toujours autant d'enthousiasme. Les choses de la santé, c'est vraiment important. Très. Si on n'est pas en santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on a beaucoup d'argent, on ne peut pas commander à l'argent. Rien du tout. Donc vraiment, je suis contente que vous appréciez ces questions-réponses. J'aimerais mieux faire, mais bon, je vais demander à Aïcha de me filer quelques questions d'avance peut-être, afin de regrouper un peu. OK. Voilà, et comme ça, chacun se retrouvera dans les réponses. Merci. Alors, nous intervenons à la clinique Mioren. Le numéro général, c'est le 92 99 11 02. Quelqu'un pourra vous répondre. Si vous voulez me toucher personnellement, c'est le 90 35 40 94 pour vous servir. Clinique Mioren. Vous avez quel souci, monsieur? Je suis l'assistant là-bas. Vous êtes quel assistant? Avec... Je crois devenir l'assistant. Allez Vous êtes vous dans la faire foi. soigner. Le point sensible. Alors, maman, on reprend le numéro, si vous permettez, le 92 99 99 11 11 02. 02 92 99 11 pardon 02. Vous tombez directement sur la clinique Mioren et puis il y a une magnifique et formidable équipe là-bas, 92 99 11 02. Et vous pouvez envoyer des messages directement à Maman Ida sur le 90 35 40 94. 90 35 40 94. Voilà. Merci infiniment. Vous savez, je vous confie Monsieur Elias Ataï. J'ai ouï dire qu'il aurait besoin de quelques petits conseils. Donc, maman, merci de partir avec Monsieur Ataï. C'est pas vérifié ce qu'elle a dit. Hein. Non, c'est vrai. Non, je replace votre phrase dans le contexte. C'est pas vérifié. Elle a dit des choses, en fait, dont elle n'a même pas les preuves et tout. Le jeune homme, méfiez-vous. Ça va, tout ce que Dieu fait est bon. En fait, ce terme-là ne doit pas faire peur. Et en l'occurrence, pour mon fils, à ma droite ici, c'était une éjaculation verbale qu'elle a voulu placer. Donc, rectifiez, s'il vous plaît. J'aime ce qu'elle dit. Tu as grandi. Voilà, on était dans un contexte humoristique de haut niveau. Elias Ataï. Oui, on a fait quoi dans cette histoire? Merci infiniment. Je rappelle encore une fois 90 35 40 94, 90 35 40 94 pour pouvoir écrire à Maman Ida très rapidement, très chers amis téléspectateurs. Et on va à Welcome Nectar et on va rejoindre notre très cher ami qui connaît Sayana Pressin.